Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette table ronde consacrée au leadership au féminin en cette période d'incertitude. En cette période d'incertitude, j'aimerais m'assurer d'abord que vous allez toutes parfaitement bien, vous, vos proches, ainsi que les personnes qui nous écoutent. Nous sommes ravis de vous accueillir autour de cette table ronde et d'échanger sur ces deux sujets ô combien d'actualité. Récemment, une quote d'une grande femme leader, Adèle Chamtwang. Cette quote est la suivante: Think manager, think male. Think crisis, think female. Et je pense que cette quote veut tout dire. Aujourd'hui, nous allons parler de gender leadership, de zone de confiance, de ce qui a changé pour le leadership au féminin en cette période d'incertitude. En quoi la vie des femmes leaders est-elle différente aujourd'hui? Mais avant de commencer, je tenais avec Caroline à vous dire combien nous sommes impressionnés par le parcours et la personnalité, par votre parcours et vos personnalités, vous qui composez ce panel aujourd'hui, et vous remercier à nouveau pour votre temps et votre participation. Caroline, c'est à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Alain. Je tenais à vous remercier toutes de me faire participer à cette table ronde aujourd'hui et je suis ravie de t'accompagner Alain aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que pendant toute la durée de la table ronde, vous pouvez poser des questions qui seront traitées au fur et à mesure. On essaiera de répondre à toutes les questions en fonction du temps qui reste et en fonction du sujet qui est traité. Je voulais aussi vous dire que je vais vous laisser vous présenter maintenant et on laisse Sophie se présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Sophie Yannikopoulos. Je suis ravie d'être sur cette table ronde avec vous. J'ai en ce moment en charge la DIRCAN qui représente 3 milliards de chiffre d'affaires, mais qui surtout a une très grosse capitalisation boursière, donc une grosse pression de croissance et fait partie des entreprises en hypercroissance. Et j'ai eu la chance de rejoindre Splunk au mois de mars, donc en plein confinement. Et donc, depuis, je manage l'organisation Splunk en France depuis mon PC et à travers des vidéo calls. Voilà, une grande expérience. Alors, juste avant de passer à Erika, en vidéo call et non en call, pas en vidéo call pour toi, Sophie, aujourd'hui. Donc, vous ne voyez pas Sophie à l'écran, mais Sophie est avec nous. Tout à fait. Merci. On a eu un petit bug. Merci, Alain. Erika. Donc, bonjour à tous. Erika Wolf. Je suis ravie de participer à cette table ronde et je remercie Alain et Beybridge pour cette initiative. Donc, moi, je viens de l'industrie. Je travaille depuis 15 ans que je suis chez Airbus, dans différents pays, différentes fonctions. Mon dernier poste était en fusion-acquisition. Et là, je finis l'année sabbatique où j'ai pris la direction d'une fondation qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens de grande qualité, dont fait partie Alain, parce que Beybridge soutient la fondation Positive Planet, donc, que j'ai dirigée cette année. Donc, j'ai commencé en fait cette prise de fonction dans un contexte très différent, parce que passer de l'industrie à l'associatif, c'est quand même un gros gap, et avec un confinement très rapide, des équipes qu'il fallait mobiliser dans un contexte un petit peu turbulent, surtout d'autant que ce contexte est particulièrement critique pour le milieu associatif. Donc voilà pour ma part. Karen. Bonjour, je suis Karen Elalouf. J'occupe aujourd'hui la fonction de vice-président en charge des ventes et Voice of the Customer chez Beybridge Digital. Et donc, j'ai rejoint la compagnie en début d'année, juste avant le confinement. Et donc, on apprend à recruter, à piloter des équipes et à signer des affaires avec nos clients au travers d'un PC et des outils de vidéoconférence. On en reparlera plus tard ensemble. Bonjour, Jenny Carter. Donc, je suis directrice commerciale chez Salesforce depuis quelques années, également dans l'IT depuis plus de 25 ans, un milieu assez masculin qui se féminise peu à peu. Et merci Alain de cette invitation aujourd'hui.
impact chez Bébriz Digital, l'ensemble de nos activités, tant au niveau de l'implémentation du stratégie digitale que de la création de notre produit Péritel, application mobile pour les retailers. Je suis chez Bébriz depuis 2 ans et demi. J'ai vraiment vu contribuer, on va dire, à la croissance de la société. Je pense parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la discussion, c'est d'une part le retail étant particulièrement touché par l'incertitude aujourd'hui. Puis moi-même aussi, je travaille de chez moi à un niveau international, pas seulement en France mais dans d'autres pays, à la fois pour convaincre des clients pendant cette période d'incertitude, mais aussi pour gérer des équipes de tâches de projet, puisque si on travaille étroitement avec les équipes des clients, on devait perdre des clients pour la mise en place d'une stratégie digitale. Merci, Abby. Corinne, tu veux bien te présenter? Ouais, bonjour, merci Alain pour cette invitation. Ravie de participer à ce panel avec vous toutes. Donc, je suis Corinne Régène, je suis directrice générale de Ressemarel au sein du groupe Les Échos Le Parisien Média, groupe Les Échos Parisiens. J'ai rejoint ce groupe il y a maintenant 3 ans et en fait, j'ai un marché, ça veut dire qu'il y a des cheminots qui seraient transférés à une entreprise privée et perdraient leur statut. Voilà. Bonjour, merci. Un cours qui a alterné Ducret. Là, Bonjour. notre liste. Ouais, qui arrive toujours en retard. Sur la France. Donc, je m'occupe de toute la transformation digitale de l'ensemble des marques sur le marché français. Donc, on parle de 56 marques. Donc, j'ai plusieurs sujets dans mon périmètre, à savoir l'accélération e-commerce, la connaissance consommateur, le management de la data, le CRM, le déploiement des services, etc., le consumer engagement, enfin bref, voilà. Donc, pas mal de choses et je pense que nous, on est une industrie qui souffre peut-être un peu moins que d'autres. Parce que la beauté a repris un sens, en tout cas pendant cette période qu'on est en train de vivre. En tout cas, la beauté associée à la première fois, je crois, la santé. Et vous voyez, moi, je continue de porter du rouge à lèvres, même avec un masque. Parce que je pense que c'est voilà, ça c'est mon sujet féminin que je sais absolument, c'est pour moi avant tout. Donc voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce super sujet sur vos activités respectives. Et si vous avez dû vous réinventer et réinventer une façon de travailler, communiquer. Donc, je suis Élise Ducret, je suis Chief Marketing Officer chez L'Oréal. Voilà, ces derniers mois, est-ce que votre vie a changé, madame? Bon, je vais ouvrir, je vais me lancer. Alors, notre vie, oui, bien sûr, elle a changé. Elle a changé pour nous, mais elle a changé aussi pour notre environnement proche, donc nos collaborateurs, nos pairs, et aussi nos familles. Donc, les conjoints, les enfants, voilà, tout le monde est impacté quand même par cette nouvelle situation et cette nouvelle façon de travailler. Pour nous, en tous les cas, les femmes, et sachant qu'on a dû tout créer et tout inventer, comme tout le monde, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve avec une pandémie qui oblige à avoir un confinement général, en tous les cas au niveau de la France et dans d'autres pays à l'international. Donc se réinventer, on travaille beaucoup plus. Donc déjà, par nature, je pense que les femmes sont des vraies travailleuses dédiées à l'entreprise, avec un focus sur les résultats qu'elles doivent obtenir et aussi un réel engagement pour embarquer les équipes
à atteindre ces résultats. Et donc là, grâce heureusement à l'ensemble des environnements technologiques, les visios, les webcams, etc., on a réussi quand même à tenir, on va dire, l'ensemble du business et l'ensemble des équipes, à les garder engagées, avec, je pense, une particularité côté féminin, c'est la bienveillance qu'on a pour les équipes. Et chez Bébri Digital, si tous les managers et tous les people managers avaient pour obligation de faire un point régulier avec leurs équipes, je pense que les femmes s'autorisaient en tout cas d'avoir un point de contact business, mais aussi personnel. Chez Bébri Digital, la population est jeune. On a la chance d'avoir des jeunes collaborateurs qui viennent de quitter le nid familial, qui ne sont pas obligatoirement encore en couple, et qui, pendant cette période, se sont retrouvés seuls, isolés, sans pouvoir aller voir les parents qui sont en province ou un peu loin, et sans petit ami ou conjoint affecté, on va dire, tous les jours à être là pendant les pauses. Donc, on a eu une vraie vigilance sur cette santé morale de nos collaborateurs pour les garder en forme. On a rajouté, Alain nous a mis à disposition un coach sportif. On a pu avoir des séances de coaching sportif 2 fois par semaine. Tout ça avec un intérêt réel pour les équipes. Voilà. Dont personne n'a beaucoup réellement profité. Je tiens à le dire. Non, j'exagère. Merci Karen. Si on zoome la conversation et sur le Woman Leadership Style et le Leadership Effectiveness, comment vous appréhendez la réaction et votre façon de manager en cette période-là, et en quoi elle est différente, et en quoi vous pensez que il y a un angle différent et des impacts différents, à la fois sur les équipes, sur les familles, sur vous et sur l'environnement professionnel. Je vais compléter, si vous voulez bien, les paroles de Karen, parce qu'en fait, moi, je gère une population assez jeune aussi, donc je vais à cette problématique. Alors, d'une part, j'ai une équipe jeune qui vont rester à peu près 2 ans dans mes équipes avant d'évoluer au sein de la structure. C'est vrai que c'est une équipe jeune qui est plutôt isolée, comme disait Karen. Et personnellement, j'étais très défavorable, j'avoue, très défavorable au télétravail, parce que je pense que de travailler ensemble, ça s'apprend. Et ça fait partie de mon rôle de leur apprendre effectivement cette productivité. Et c'est vrai que du coup, j'étais un petit peu forcée, malgré mon gré, d'aller vers ce télétravail. Et je m'aperçois que, d'une part, personnellement, je trouve un confort terrible, ravi, parce que j'économise 2 heures de transport par jour, donc ça, c'est formidable. Et mes équipes, en fait, j'ai dû apprendre à travailler un peu différemment. D'accord ? Donc avant, j'avais vraiment des créneaux très réservés pour eux, pour passer du temps. J'ai gardé ces créneaux et en même temps, je leur permets de me pinguer et je m'engage personnellement à leur répondre à peu près sous l'heure. Donc, sous l'heure, soit ils ont une réponse, soit on a une conversation. Donc, je me rends beaucoup plus disponible pour qu'ils aient à tout moment un accès à l'information ou commentaires ou tout simplement j'ai besoin de parler 2 minutes, peu importe le sujet. Ils savent que je peux être joignable très rapidement. L'envers du décor de ça, c'est qu'effectivement, pour certains, ils trouvent que j'ai un management très maternaliste et je le reconnais, je le revendique. Je le revendique parce que c'est le rôle modèle sur lequel je m'appuie, qui est une dame dans l'IT pendant 25 ans, qui a piloté un des grands groupes américains en France sur la région parisienne. Et c'est vrai que dans ces temps qui sont un petit peu particuliers, ce modèle de management, ce type de management me convient et permet aussi de me laisser l'espace de mettre mon équipe en sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'ils puissent me joindre à tout moment ou que je puisse les joindre assez rapidement aussi, c'est rassurant. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'on ne les laisse pas tout seuls, ils sont pas perdus et qu'ils savent vraiment qu'ils peuvent effectivement visiter et avoir accès à l'information. C'est super important parce que c'est une jeunesse qui est câblée comme ça. C'est une jeunesse qui a besoin d'une réponse tout de suite. Ils peuvent monter en stress quand c'est pas le cas. Donc voilà, je me suis adaptée à eux et à la situation en étant beaucoup plus disponible pour l'équipe. Et donc, votre façon de vous rendre disponible et de maintenir ce lien social, c'est le téléphone? C'est le téléphone, les vidéoconférences. Alors, c'est bizarre parce que souvent, ils ne sont pas connectés en caméra.
Ils n'aiment pas les caméras. Non. Ils préfèrent l'ordinateur, mais sans caméra. Il y a des entreprises justement dans lesquelles maintenant, pour maintenir ce lien et cette cohésion, on les oblige à allumer la caméra. Donc, justement, nous, les Chez premiers, Bebridge Digital, c'est obligatoire. voilà. Et moi, j'aurais aimé entendre Élise, Isabelle, à ce sujet. Comment vous faites, vous, pour aussi maintenir le lien et la cohésion entre vos équipes, entre vous et vos équipes? Moi, je te dirais deux choses. Alors moi, mon équipe, la SNCF, elle est frappée de plein fouet par la crise, par le ralentissement de la mobilité. Enfin, tu vois, là, on est dans une politique en ce moment de démobilité, voire d'arrêt total. Donc, c'est juste antithétique avec notre raison d'être. Après, sinon, nous, notre équipe, moi, mon équipe, écoute, elle est construite depuis le début sur je vais chercher les talents là où ils sont. Donc, s'ils sont à l'autre bout de la France, par nature, on a été construit avec le télétravail, on a été construit tout en full cloud, full partage. Il n'y a pas un document qui n'est pas partagé. Et donc, moi, en fait, je leur dis tous les jours, le plateau projet, c'est un peu une boîte de chocolat. Je ne sais jamais qui sera là, mais je sais que ce sera toujours doux d'arriver le matin au boulot. Voilà, donc j'ai une foultitude de chocolat devant moi et je ne sais pas, ils viennent pas, ils sont en télétravail, ils sont pas en télétravail. Mais en fait, ça s'organise en bonne intelligence et tout le monde prend soin de tout le monde. Et du coup, c'est là où je trouve que le leadership au féminin a un petit avantage. C'est qu'en fait, nous, le small talk du téléphone, de la vidéoconférence, on l'a peut-être un peu de manière innée. C'est-à-dire que moi, dès que j'appelle un de mes collaborateurs, forcément, on commence par 2-3 minutes de prendre des nouvelles et comment vont les enfants. Et puis, est-ce que hier, tu as passé une bonne soirée? Est-ce que ce week-end, c'était sympa? Donc, en fait, on continue à avoir ce lien social, qu'on soit physiquement ensemble ou pas. Et donc, je trouve que finalement, être une femme dans cette attention qu'il faut avoir un petit peu plus en ce moment parce qu'on n'est pas forcément physiquement ensemble et on vit tous des moments hyper stressants. C'est hyper stressant ce qui nous arrive. Peut-être qu'on a une sensibilité et qu'on a une appétence à ce petit dialogue un peu plus importante. Et vous, Élise? Alors, moi, j'étais un petit peu comme Janine au début sur le télétravail. Je n'étais pas particulièrement très favorable parce que je trouve que on n'est pas un centre d'appel, donc c'est aussi la relation entre les gens qui est hyper importante. Et puis, il y a toutes les discussions qui se passent un peu partout, qu'on chope à droite, à gauche, qui nous permettent quand même d'être vachement agile et d'être toujours informé, parce que quand même dans une grosse entreprise, ce qui est important, c'est l'information et d'avoir accès à cette information. Si on l'a pas, on se sent dépossédé et exclu des grands enjeux. Et puis voilà, cette crise est arrivée et tout d'un coup, confrontés tous chez nous à devoir finalement se connecter. Et les choses se sont faites très simplement et très naturellement. Par contre, moi, ce que j'ai vite senti, c'est que il y avait une inquiétude très forte. Et pour certains qui vivent tout seuls chez eux, etc., ce côté, je vais être isolée pendant très longtemps. Donc, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que c'est con, hein, franchement, j'ai créé un groupe WhatsApp avec toute l'équipe pour permettre aux gens de se défouler et au début, c'était pour informer les équipes de toutes nos grandes décisions chez L'Oréal. Et tout de suite, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à envoyer une petite blague, tout le monde s'est lâché. Et ça a été finalement la porte ouverte à chacun et une collaboration, des échanges se sont créés. Ensuite, on a mis en place un petit déj virtuel tous les vendredis matins à 9h30. Et moi, je voulais que toutes les caméras soient ouvertes parce que je pense que c'est important. Et je l'ai fait aussi naturellement en montrant mon intimité. Je pense que je pense qu'en tant que femme, c'est plus facile de demander à ses collaborateurs d'ouvrir la caméra et de montrer ce qu'il y a chez eux, parce qu'il y a un côté peut-être plus maternel. Et en fait, moi, je l'ai fait et tout le monde l'a fait aussi. Et après, c'était devenu... le lien social, il est resté utile, et il est resté important, et il est resté grâce à ça. Et là, là, on va repartir vendredi, c'est reparti là. Donc on redémarre. Donc du coup, j'ai demandé à mon assistante de mettre en place tous ces petits déjeuners virtuels, de redémarrer pareil pour pas perdre le lien
entre les gens. Voilà, donc je trouve que, là où je rejoins ce que disait Isabelle aussi, ce que j'ai trouvé très fort pendant cette période de confinement, c'est qu'à chaque fois qu'on échangeait, qu'on écrivait un mail à quelqu'un, la première phrase, c'était toujours « Bonjour, j'espère que toi et tes proches, vous allez bien ». Et puis là, on est revenu au travail au mois de septembre. Je dis, mais les gens ont plus de jours là, c'est pas possible. Et on reprend dessus. Et finalement, c'est cet intérêt relation humaine. Moi, j'ai essayé de le tenir. Je pense que voilà, là, on revit le deux. Ben, ça va revenir au cœur des préoccupations. Et voilà, donc je vais remettre en place tous les réflexes qu'on avait jusqu'à présent. Et vous, Corinne? Mais Élise, ouais. Élise, j'ai envie de dire, c'est pas spécifique au leadership féminin. Nous, alors, peut-être qu'on fait quotidien, le leadership mixte. T'as jamais travaillé chez L'Oréal? Viens faire un petit tour. Mixte, nous aussi, on essaye ici. Ah, ça devient intéressant là. On essaye de donner la parole. On a des all hands call des semaines. On a des fireside chat où les gens posent des questions de manière ouverte. Et je bienveillant. Mais on a aussi, je suis un peu provocateur, je laisse Corinne, Abby et Erika, mais en quoi le leadership féminin nous apporte quelque chose, un éclairage différent aujourd'hui dans cette période? Alors, évidemment que. Attends, est-ce que déjà, tu viens de dire. Pardon, vas-y. Pardon, Élise. Pardon, Élise. Non, vas-y, Corinne, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, ta question était adressée, donc je te laisse répondre. Écoute, quand je t'ai dit tout à l'heure, viens voir un peu comment ça se passe chez nous, je vais te dire que c'est très féminin, ça, ce que je viens de te dire. Alors, tous nos grands patrons ne sont pas comme ça. Mais bon, je ne sais pas qui écoute ce web chat, donc je vais quand même faire attention à ce que je dis. Oui, je pense que c'est préférable quand même. Hein. On est d'accord. On est 500. Moi, je trouve que… Les webinaires qu'on fait, c'est un grand espace de liberté. Tu peux tout dire. Tu sais très bien que je ne suis pas langue de bois, donc de toute façon, j'irai au bout. Non, moi, je trouve franchement que, en tout cas, j'ai vu avec d'autres collègues sur la manière dont j'ai procédé, et je peux t'assurer que si ça te semble naturel pour toi, ça n'était pas chez nous. Premièrement, il y a eu un retour aussi au travail. Ils ont voulu que tout le monde revienne à quasiment 100%, ce qui était le cas. Hein, on est tous revenus, avec quand même des particularités pour certains de maintenir ces activités-là. Moi, j'avoue que très naturellement, j'ai quand même fait attention aussi à l'intérêt personnel de chacun. Et tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec un leadership féminin, mais en fait, moi, ce que j'ai vécu comme confinement à la maison, avec la charge personnelle qui est liée à mon statut de mère, d'épouse et en plus d'hébergeuse de famille plus large, fait que peut-être j'ai été moins dans tiens-moi au courant plus rapidement de ces réunions, fais-moi un statut sur ce projet, on maintient un call permanent. J'ai pas du tout été là-dessus. En fait, c'est-à-dire que moi, j'avais une obligation, c'était de tenir informé mes équipes de ce qui se passait et comment, c'était quoi les grands enjeux. J'ai essayé de les déposséder de pas mal de sujets un peu compliqués aussi pour pas leur donner la charge, sachant que je prenais en compte aussi leur situation personnelle. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui est très féminin, à mon sens, qui est quand même beaucoup plus féminin que masculin. J'ai tout de suite imposé, et ça n'a pas été le cas chez L'Oréal, c'est pour ça que je le dis, c'est qu'il n'y avait pas de réunion entre 12h et 14h. Et ça a été aussi un autre élément, c'est-à-dire que moi, j'avais quand même pas mal de réunions, et des patrons qui me demandaient d'être là à cette heure-là. Moi, je dis, non, je n'ai pas disponible. Donc, j'ai aussi essayé de montrer cet exemple-là. Et voilà, donc, est-ce que c'est féminin ? Oui, parce que je pense que pendant cette période-là, je pense que la charge mentale féminine était encore plus importante
Et peut-être que toi, tu passes l'aspirateur, mais je connais pas beaucoup de maris qui le font. En tout cas, j'exagère quand je dis ça, mais la charge mentale féminine était très, très importante. Et notamment aussi quand tu as des enfants en bas âge, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens chez L'Oréal qui ont aussi voilà, ou qui sont célibataires ou qui ont des jeunes enfants, parce qu'on est pareil, on a une population très jeune. Et du coup, j'ai essayé de faire beaucoup plus attention à ça, là où moi, j'ai vu dans mon comité d'action qu'on faisait peut-être moins sur ça. Et je pense que c'était très féminin, ça, ce ressenti personnel voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… Je suis complètement d'accord. Merci, en tout cas, les autres femmes ont compris. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Élise. Pardon, Alain, tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Vas-y, Erika, pardon. Non, je suis entièrement d'accord, parce que c'est vrai que les femmes, et c'est pas nouveau, c'est pas que je suis pas une féministe pure et dure, mais il y a quand même une charge mentale qui est reconnue depuis quelques temps, et je pense que plus naturellement, on va avoir des réflexes de s'inquiéter pour les membres de l'équipe, de se mettre à leur place, de se montrer plus souple en termes d'organisation, et elles le font par compassion, empathie, mais aussi par souci d'efficacité pour l'équipe, parce que tout le monde comprend que chacun a ses contraintes personnelles, et si on commence à imposer un cadre fixe dans une période qui est très angoissante à titre individuel pour la société, pour l'entreprise, l'organisation qu'on appartient, ça rajoute une couche dans un contexte où c'est vraiment quelque chose dont on pourrait se passer. Une chose qui est importante aussi, je pense, c'est que cette période d'incertitude, en fait, elle va générer forcément des changements, des transformations, de petite ou de grande envergure en fonction des entités pour lesquelles on travaille. Je suis dans l'industrie aéronautique, clairement, il faut qu'on se réinvente. Quand j'étais à la Fondation, il y a une façon aussi d'approcher les partenaires qui rencontrent des difficultés qui est différente. Donc, ça nécessite une réflexion profonde. Et je pense qu'une femme, plus naturellement, va proposer de mener cette réflexion de manière collaborative, parce que les femmes, je pense souvent… Je ne dis pas qu'elles doutent plus d'elles, mais je pense qu'elles ont souvent un ego qui est peut-être un peu moins affirmé, enfin il y a toujours des exceptions, mais que les hommes, et que donc elles vont travailler sur cette dynamique d'équipe pour mener à bien cette transformation et cette réflexion. Donc c'est pour ça que je pense que le leadership féminin aujourd'hui a un rôle particulier à jouer dans ce contexte, parce que la transformation qui est nécessaire, la réflexion qui doit être menée, je pense qu'ils ont tout un intérêt à capitaliser justement sur le leadership féminin par sa bienveillance, sa capacité à réfléchir de manière collective, à moins prendre de risques aussi, à plus travailler sur les fondamentaux. Et je pense que ça fait partie des défis du XXIe siècle, de jouer sur cette complémentarité, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait que des leaders féminins, il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et je crois beaucoup à ça, cette complémentarité est indispensable, parce que les hommes aussi ont tous leurs atouts et on a besoin aussi d'eux pour mener ces transformations. Par rapport à ça, moi je lisais justement une étude qui a été publiée là aux États-Unis, une étude qui a été faite par McKinsey et par Facebook sur la pression en fait qu'ont beaucoup de femmes pendant cette période, des femmes à tout niveau d'entreprise, y compris les femmes leaders, et le risque de voir quitter l'entreprise justement parce qu'elles ne sont pas suffisamment soutenues pendant cette période, où finalement les professionnels et personnels sont quand même très très flous, ou peut-être beaucoup d'entre nous travaillent beaucoup plus, parce qu'on est chez nous, donc on est censé être tout le temps disponible, ou comme le disait Élise, peut-être pas en France, mais il y a un certain nombre de pays où les enfants sont encore partiellement à la maison et les femmes peuvent être dans des postes seniors avec des hommes qui travaillent à la maison. Et il y a moins, je pense, de bienveillance vis-à-vis des hommes. Il y a un réalisme qui montre qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits dans le leadership féminin ces dernières années, d'avoir plus de femmes, plus de mixité, peut-être mise à risque, c'est ce que note cette étude, par le fait qu'il y a aujourd'hui pas suffisamment justement de bienveillance et de compréhension par rapport à la situation, et donc peut-être qu'on doit être un petit peu plus flexible, mais si on a les mêmes attentes vis-à-vis du travail, vis-à-vis de leurs équipes. Le travail n'est pas forcément 24-24, mais il y a des contraintes à prendre en compte aujourd'hui dans le contexte d'incertitude dans lequel Merci Abby. On va passer la parole à Corinne et Sophie. Alors, deux remarques. D'abord, premier témoignage. Alors, de manière très concrète par rapport à la vie de mon entreprise et de mon industrie, moi je dirais que ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est que j'ai le sentiment que c'est plutôt parce qu'effectivement, tu as raison Alain, il n'y a pas les hommes de manière caricaturale d'un côté et les femmes de manière caricaturale de l'autre côté. Hein. Donc, les choses sont plus complexes et plus nuancées que ça. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que, et plutôt avec la nuance du plutôt qu'on devrait appliquer systématiquement à tout ce que je vais dire là,
dans un contexte où on a tous vu que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, il me semble que d'une façon assez majoritaire, on note que le leadership au féminin a plutôt tendance à vivre davantage et à accepter davantage l'incertitude, à être davantage agile, à être davantage audacieux, et tout en étant davantage plus résilient. C'est-à-dire que face à une contexte, nous on a vu en 24 heures, comme toutes les entreprises, en 24 heures, tout le monde est passé d'une vie normale, entre guillemets, à une vie confinée, pendant laquelle il fallait continuer à sortir des journaux, parce que nous, notre activité, c'est ça, c'est sortir des journaux, sortir des magazines, continuer à informer sur des sites 24/24, 7/7. Donc, il a fallu que ce soit sans couture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment de rupture ou de moment d'interruption. Tout s'est fait de manière continue. Donc, ça a été assez frappant que tout ça a été fait, mais que la résilience, l'agilité, la réactivité, l'audace, elle est plutôt beaucoup venue des femmes. Ça, c'est le premier point. Et c'était d'autant plus important qu'on est dans une industrie où, à la crise structurelle des 15 dernières années, s'ajoute la crise conjoncturelle du Covid, avec comme des tendances assez contradictoires, puisque d'un côté, on avait des pics d'audience, des pics de transformation en termes d'abonnement, des pics de trafic, et une attention hallucinante sur les grandes marques repères de ce pays, parce que des marques de première nécessité en termes d'information, et en même temps une chute, un arrêt, enfin pas un arrêt, mais une chute de tous les revenus d'un groupe comme le nôtre, aussi bien, enfin pas tous les revenus, mais une grande partie des revenus, aussi bien publicitaires que événementiels. Donc il y avait ces deux simultanément. Face à ça, il fallait être très résilient, très audacieux, très agile. Ça, c'était la première remarque. Et puis ma deuxième remarque, ça rejoint aussi, je crois, par rapport à Abigail. On a fait une étude il n'y a pas longtemps pour une opération qu'on a montée avec Chanel autour de la question de la parité. On a créé une rubrique, une sous-rubrique, je t'en ai parlé Alain, une sous-rubrique, donc c'est pour vous donner une illustration concrète. Une sous-rubrique qu'on a baptisée toujours plus haut avec des podcasts qu'on a baptisés « Elles ont osé ». Donc vous voyez un peu la thématique de cette rubrique. Donc l'idée c'est vraiment de mettre en lumière des portraits de femmes inspirantes qui brisent le plafond de verre dans leur secteur d'activité. Et dans le cadre de cette rubrique, on a interviewé un certain nombre d'entrepreneuses féminins autour de la question du leadership. Et là, peut-être que c'est un début de réponse aussi à ta question, Alain. Et ça a été la réponse qui est ressortie de ces entrepreneurs, elle a été hallucinante. Parce qu'en fait, ce qu'elles nous ont dit, ces femmes-là, c'est qu'elles nous ont dit que le grand challenge du leadership au féminin, c'était de réconcilier deux pôles. Les deux pôles qu'elles ont elles-mêmes, je cite leurs termes, les deux pôles, c'est un premier pôle de qualité en tant que femme et un deuxième pôle de qualité comme un homme. C'est ça et elle parle de cette articulation, de cette réconciliation. Sur la partie pôle en tant que femme, ce qu'elle emploie comme mot-clé, c'est un peu tout ce qu'on appelle les soft skills dans les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est du registre et ce qui a été dit, la flexibilité, l'adaptabilité, la tolérance, l'organisation, la diplomatie, l'ouverture, la bienveillance, enfin tous ces mots qu'on associe assez aux femmes, mais aussi le pôle de qualité, entre guillemets, comme un homme, où là, les mots-clés, c'est combattante, tenace, culottée, pugnacité, osée, autorité, caractère. Je pense qu'aucun homme leader, chef d'entreprise, manager ne se pose la question d'articuler ces soft skills. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas vrai ce que je dis parce que ça commence un petit peu à émerger. Mais c'est vraiment une problématique de femmes, de femmes managers, de leadership au féminin. Et je pense que ça va devenir une problématique de tous les patrons, de tous les managers, parce que c'est bien l'articulation entre ces deux types de qualités, ces deux types d'attributs qui feront les leaders de demain, les managers de demain, c'est-à-dire ceux qui sauront à la fois énoncer un projet, planter un drapeau, mobiliser tout le monde autour de écouter et en même temps décider, arbitrer et avoir le courage de dire on avance comme ça. Mais du coup, ça me fait penser cette polarisation de qualité, soft skills, être attentionné, être très dans le care, et de l'autre côté, le côté un peu autoritaire, je trace ma route. Donc, d'un côté, le leadership au féminin et de l'autre plutôt masculin. Est-ce que finalement, c'est pas juste le fruit de l'éducation que l'on a reçue jusqu'alors?
c'est en train d'évoluer effectivement, mais jusqu'à présent, la petite fille, elle est éduquée pour être une bonne élève. D'ailleurs, les études montrent qu'on est plus travailleuse et qu'on réussit mieux nos études supérieures. Bon, et après, ça se dégrade. Hein. On est plus pragmatique, on est plus dans le consensus, on est plus dans le collectif. Voilà, donc on a ces qualités d'empathie et de rassurance qui finalement sont des compétences qui sont particulièrement intéressantes là en période d'incertitude. Quand on est plus en période de conquête, et finalement c'est un leadership au masculin avec vraiment cet esprit de conquérant et je trace et j'avance et de leader un peu autoritaire. Donc peut-être qu'à date, il n'y a pas, pour répondre à ta question Alain, il n'y a pas un leadership au féminin il y a un leadership au féminin qui est produit de ce que les femmes sont aujourd'hui. Peut-être si on refait cette conférence dans 50 ans, les petites filles d'aujourd'hui auront été éduquées différemment et les petits garçons aussi auront été éduqués avec une prise en compte de leur sensibilité et de leur empathie et on aura un style de management qui sera beaucoup plus uniforme. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à dont ça. on a envie et besoin, d'avoir un style de management uniforme. Parce que moi, je crois beaucoup en la complémentarité. Donc, bien sûr, l'éducation joue beaucoup, la formation, mais je pense que c'est important aussi de capitaliser sur nos différences, parce que c'est ça qui fait la richesse de toute équipe, et la réussite d'un projet entrepreneurial ou quel qu'il soit. Donc, je pense qu'il faut faire un peu attention aussi quand on parle de leadership féminin, quand on parle des deux pôles. Je pense que c'est bien de s'inspirer, toujours se mettre en question en essayant de développer des choses à développer dans notre façon de manager des équipes, des entreprises. Mais si c'est de capitaliser sur nos forces et de rester authentique, parce qu'à trop vouloir être quelque chose de différent, parce que c'est dans un certain moule, dans un certain format sociétal, on risque de perdre, je pense, toutes nos forces, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin. Je suis d'accord, Erika. Et le point important. On va passer la parole à Sophie qu'on n'a pas entendue. Après, pardon, Sophie, c'est à toi. Ah non, mais ça va dans la continuité de ce que vous dites. Je vais quand même vous donner un exemple. Quand je suis arrivée sur mon poste en pleine crise sanitaire, j'avais un seul objectif, c'était conserver un bon niveau d'activité pour faire en sorte que les commerciaux continuent à développer ce qu'on appelle du pipeline, c'est-à-dire des affaires en cours. Et donc, j'avais un seul objectif, c'était mettre du rythme, donner envie et transmettre mon énergie. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire à distance pour impacter sur cette activité, cette énergie et donner envie dans une période où tout le monde était morose. Et en fait, on avait quelque chose qui s'appelle les Pipeline Gen Days, c'est-à-dire un jour où on doit prospecter et puis c'est pas des jours faciles pour les commerciaux parce que on appelle des clients qui doivent nous répondre et nous aider à créer des nouveaux projets. En fait, je me suis dit, je vais faire l'introduction de cette journée et le thème c'est l'impact de la pensée positive. Et donc en fait tout le monde a un peu halluciné parce qu'on parlait d'un truc hyper pour le coup qui est dans une énergie masculine où il faut pousser les gens en avant, être conquérant, et là en fait j'ai complètement cassé l'énergie en disant on va surtout parler de la pensée positive et on va surtout parler de l'importance de cultiver une grande attention aux choses positives, surtout en ce moment. Et en fait c'est comme ça que j'ai mis ma marque en arrivant, parce que c'était les premiers jours où j'étais là. Et après, c'est parti. C'est-à-dire qu'après, moi-même, j'ai travaillé énormément ma propre énergie en faisant du sport, en méditant, en faisant beaucoup de yoga. On a pas mal partagé avec Alain là-dessus comment on essayait de garder l'énergie parce que j'avais un vrai rôle, c'était de transmettre cette énergie pour faire en sorte que tout le monde continue à y croire et tout le monde continue à y aller parce que mon objectif, c'était de conserver un bon niveau d'activité, quels que soient les niveaux dans l'organisation. Et je l'ai fait avec et ça rejoint ce que vous disiez avant, tout en étant moi-même, en me montrant authentique et en me montrant humaine. Et je vous fais une anecdote, c'est j'ai déjeuné avec un commercial la semaine dernière que je n'avais pas vu, du coup, et il me dit, tu sais quoi, je croyais que tu étais une star. Il me dit, je te voyais que en vidéo et au travers de la caméra, donc pour moi, tu n'étais pas humaine. Et je lui ai dit, mais pourtant, je t'ai montré chez moi, je t'ai montré mes enfants, je t'ai montré mon bordel, mais malgré tout, le fait d'être vu qu'à distance, j'ai quand même mis du temps à me faire passer pour quelqu'un de réel et d'humaine, pas d'irréel. Alors, je vais confesser aujourd'hui une chose. Sophie, tu es une star. Et une deuxième chose, c'est que j'ai des conversations en one-to-one avec chacune d'entre vous régulièrement. Et je dois avouer que je m'inspire
de chacune de nos conversations pour enrichir et nourrir mon leadership que j'essaye de féminiser. Et je cultive mon moi féminin dans le cadre de mon leadership. Avec Caroline, avec Corinne, avec laquelle je déjeune régulièrement, avec Élise, avec Jenine, avec Sophie, on se mentor mutuellement, avec Erika, avec Isabelle. Et donc, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et je remarque que sur mes 20 dernières années de leadership, j'ai beaucoup évolué dans la façon d'aborder mon rapport aux équipes, mon rapport aux défis, etc. Et si je devais donner mon impression, peut-être aussi aujourd'hui, dans un souci de parité ou d'égalité, ou de gender effectiveness, je dirais que globalement, les femmes sont mieux, c'est mon sentiment, les femmes sont mieux préparées aux situations difficiles que les hommes. Elles réagissent avec beaucoup plus de recul parce qu'elles en connaissent beaucoup des situations complexes. J'utilise pas beaucoup le terme crise, je préfère parler d'incertitude dans la période que l'on vit. Les femmes sont beaucoup préparées et mieux préparées parce qu'elles ont des milliers d'années d'expérience et de vécu là-dessus. Et ça leur donne un atout supplémentaire de mon point de vue par rapport aux situations qu'on connaît actuellement et beaucoup plus de pondération dans leurs réactions avec leurs équipes. Et le dernier point, c'est pour Élise. Non, je ne passe pas l'aspirateur à la maison. Karen, ton épouse non plus, Alain. Comment? Et ton épouse ou ta compagne non plus? Alors, on a opté pour le robot qui passe tout seul. Voilà. Vous savez ce qu'on laisse et qui tourne toute la journée. C'est ni l'un ni l'autre, c'est ça que je voulais dire. Caroline. Je voulais vous demander comment vous arrivez à maintenir votre leadership en ce moment. Enfin, ces derniers mois, donc voilà. Et là, on est encore à la veille d'un possible reconfinement. Vous allez recommencer, vous allez retourner, vous allez enfin, je sais pas, il y en a qui sont retournés au bureau, il y en a d'autres qui sont encore en télétravail. Il est possible qu'à partir de lundi, tout le monde soit à nouveau en télétravail. Vous allez revivre la même chose. Et je me demandais comment vous arrivez à maintenir ce leadership et à pas vous épuiser aussi à un moment. C'est quand même compliqué. Apparemment, c'est pas facile de mêler la vie privée et la vie professionnelle en même temps. Et là, on va encore vous demander de le faire. J'allais dire surtout comment se renouveler. Parce qu'en fait, comme tu dis, pendant 6 mois, on a trouvé des moyens de garder l'équipe, on va dire, à flot et de leur sortir la tête de l'eau et de leur donner envie. Et là, il faut qu'on trouve des moyens de se renouveler. En tout cas, ma proposition et la façon dont je travaille, c'est vraiment la dynamique d'équipe. C'est-à-dire de mettre en place cette intelligence collective. Parce que effectivement, moi toute seule, je peux pas me renouveler tous les mois ou tous les 3 mois. Et donc, c'est encore plus important de s'accompagner de personnes qui sont complémentaires. Et en tout cas, pour moi, pour mon équipe, on a vraiment mis en place cette dynamique d'équipe qui nous aide à nous challenger pour à chaque fois nous renouveler, à chaque fois qu'on a un meeting avec tous les employés France pour les dynamiser et leur donner des nouveaux outils de communication. Ouais, et en même temps, moi je dirais, et si on s'épuise, ça participe à qui nous sommes, nous les femmes. Peut-être que c'est ça qu'on peut apporter aussi par rapport aux hommes, c'est cette authenticité. Moi, j'avoue qu'à la fin de la période de confinement, j'ai tellement donné, j'ai tellement essayé de transmettre une énergie pour maintenir une dynamique, être toujours disponible. Je les ai laissés m'appeler quand ils voulaient, si même ils avaient juste envie de craquer et de parler avec quelqu'un, mais qu'à la fin, j'étais moi-même vidée et à un moment je leur ai dit mais là moi je peux plus quoi. Lundi il faut retourner au boulot et on y retourne. Je ne vais pas retourner seule au bureau pour recevoir des coups de fil. Enfin, c'est hors de question, c'est juste lunaire. Je vais pas moi me déplacer pour que tout le monde soit à distance. Donc là, maintenant, on a tous besoin de se voir, donc on y va tous ensemble. Et donc je leur ai montré que les bureaux étaient impeccables. J'ai même pris un train dans le week-end en leur montrant, regardez, il n'y a pas de risque à prendre un train. Donc exemplarité, authenticité. Et là, j'appliquerai exactement la même chose. Et quand je serai moi-même vidée, je leur dirai, là, c'est à vous de me recharger parce que j'ai plus rien à vous donner. Et donc voilà, moi je trouve que ça participe à notre leadership. Je vois pas un homme dire à ses équipes, les gars, là je suis vidée, hein, je peux plus rien donner, j'ai fini. Ça, je le vois pas. Isabelle, moi je me sens dans cette phase de retour au bureau, j'ai dit aux équipes, j'ai besoin de vous voir. Enfin, je leur ai dit, parce qu'en plus c'était des gens qui étaient très jeunes et on a une dizaine d'années plus que moi, on les sentait vraiment craintifs de retourner au bureau. Et le confinement les avait vraiment abattus, ça avait été dur de les garder mobilisés, mais il est arrivé.
il y avait cette appréhension. Et moi, j'ai dit, mais non, il faut qu'on y retourne. Donc, moi, j'ai besoin de vous retrouver. On a besoin de créer une dynamique d'équipe et ça nous donnera une nouvelle énergie pour construire la suite ensemble. Et je ne suis pas sûre que ce soit des propos qui soient facilement… Enfin, je ne vois pas non plus un homme dire ça. Non, et du coup, le point, Alain, si. il faut rester soi-même. Je pense que c'est important d'être soi-même et de garder son énergie, de la partager avec les autres, de façon à avoir cet entraînement et ce collectif qui se met en marche, et pas la peine d'essayer de ressembler au leadership masculin. Je pense qu'on a chacune d'entre nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter de nouveau le confinement. Et comme d'habitude, comme on est hyper résiliente et qu'on a l'habitude de souffrir depuis de nombreuses années, moi, j'appréhende pas. On va le faire, on va trouver des solutions, et puis on va se parler, puis en collaborant et en ayant un vrai esprit d'équipe, on va toujours trouver les solutions pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que ça doit fonctionner. J'ai envie… Pardon, Caroline, vas-y. Non, c'était parce qu'il y a des questions. Il y a des questions des participants, des gens qui vous écoutent. Donc voilà, mais vas-y, Alain. J'avais juste une question. Si chacun devait donner, autour de cette table, chacun devait donner un adjectif pour définir le rôle modèle du leadership au féminin. Authentique. Authentique. C'est vrai. Mais c'est un peu compliqué, là. Audace. Partage. Courageuse. Empathie. Qui n'a pas donné son adjectif? Non, ou le nom. Pour de l'empathie. Bon, Caroline, les questions, s'il te plaît. Une question sur les prises de décision. Est-ce que vous observez une modification des prises de décision? Est-ce que c'est plus lent? Est-ce que c'est plus rapide? On sait que les hommes, en général, ont besoin d'une expertise pour prendre des décisions. Les hommes sont beaucoup plus rapides. Et là, comment ça se passe en ce moment pour vous? Moi, je dirais que les hommes sont très data-driven, en fait, orientés sur la donnée. Et quand on a besoin de marquer un point, en fait, il faut s'appuyer d'abord sur la donnée. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis de nombreuses années. Donc, je cultive ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une intuition, je sens que c'est plutôt dans cette direction-là qu'on va aller. Par contre, je vais utiliser la data pour finir de convaincre. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on devient complémentaire. C'est-à-dire que je garde mon côté très féminin et j'utilise le côté très masculin de la data pour orienter une décision et une discussion. Et la vitesse est la même. C'est juste pour combiner des solutions complémentaires. Ouais, une chose que j'aimerais dire sur la prise de décision, c'est que je pense que les hommes ont tendance à plus facilement se projeter, à avoir des données pour prendre ils ont besoin d'avoir des données pour prendre des décisions. Or, dans une période d'incertitude, on n'a pas toujours l'information. Dans une période d'incertitude, on est capable de prendre des décisions, sachant que les choses peuvent évoluer. Et cette capacité aussi, peut-être prendre des décisions, mais les prendre de manière plus modulée, peut-être une force dans cette période, puisque on sait tous qu'on n'est pas dans une période où il faut se projeter. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi et je pense que du coup, cette incertitude fait qu'on a le droit de se tromper. Beaucoup plus facilement aussi. Non, mais c'est vrai. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'on prend une décision aujourd'hui, puis demain, dans 2 jours, il va y avoir un autre contexte, etc. On dit, bon, voilà, on a décidé ça. Donc, la capacité finalement, de se remettre en question. Alors ça, je ne sais pas si c'est féminin. En tout cas, je pense que ça l'est un peu plus quand même. C'est un trait de caractère qui est plus fort. Donc, voilà. Et de faire confiance aussi à son instinct, comme tu disais, Jeanine. Moi, je trouve que c'est intrinsèquement ce qui m'anime aussi beaucoup plus dans mes prises de décision, de ressentir les choses. Et j'ai l'impression que ça, c'est plus féminin aussi. Se laisser, finalement, laisser émerger son émotion. Et voilà. Et ça, je pense que c'est très féminin, pour le coup. Je pense qu'il y a une tension entre 2 choses. Il y a le fait, en tant que leader, d'énoncer une vision, de planter un drapeau, d'énoncer une vision stratégique et une intention et un objectif, une ambition. Et puis après, il y a les différents chemins qu'on est susceptible de prendre, et notamment dans des moments aussi compliqués, dans des moments de crise, d'incertitude, on les appelle comme on veut, de désordre entre guillemets, de turbulence, le fait de pouvoir tester des chemins. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement, et là je rejoins les points précédents, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement, il est nécessaire de prendre des décisions rapides,
d'être archi-agile, d'être résilient en ne regardant pas toujours derrière, mais plutôt en se projetant, de prendre des décisions, de tenter, et puis de tenter des pistes, tenter des choses, ne veut pas. C'est aussi avoir le droit de se tromper, de se dire que c'est pas le bon chemin et que on alterne. Ou que, enfin, c'est ce que font les startups. Les startups, elles ont fonctionné comme ça. Hein. C'est des startups qui ont réussi tout de suite, ça n'existe pas. Elles ont pivoté. Donc, le fait de pivoter sur les chemins n'est pas incompatible avec le fait d'énoncer une vision, une ambition et de planter un drapeau à moyen terme. Ce qu'il faut, c'est bien articuler les deux pour pas qu'il y ait confusion entre le chemin et là où on plante le drapeau. Je vais vous raconter le miroir de ce que tu viens de dire, Corinne. Pour moi qui suis un leader homme, hein, ça ne vous a pas échappé, on a une stratégie, une vision, et dans notre quotidien, on est situationnel. Je viens de dire. Et à chaque fois que je suis situationnel, mon associé, qui est un homme aussi, il me dit c'est pas clair, c'est pas clair, c'est. Donc je lui dis c'est comme ça va s'éclaircir parce que moi-même je suis pas sûr. Et c'est ce côté empirique où on a deux options, on est agile comme tu le disais précédemment. Moi, je voulais rajouter en tout cas que ce travail à distance, ça m'a aidé, moi, à prendre des décisions difficiles parce que j'étais moins affectée émotionnellement du fait d'être à distance. Comme je suis quelqu'un de très empathique, j'ai toujours eu du mal à prendre des décisions difficiles. Et là, le fait d'être à distance ou d'être juste au travers d'un écran, en fait, ça m'a permis de prendre des décisions beaucoup plus rapides. Il y avait un point qu'on évoquait, Sophie, que tu évoquais lorsqu'on a eu la répétition la préparation de cet événement, c'était le management par les points forts. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux parce que j'avais appris dans les différentes formations de coaching que j'avais fait que forcément, quand un stress est généré, il y a tous nos défauts en fait qui sont mis en avant. Et donc, c'était encore plus important dans ces moments-là. Ça rejoint l'histoire de la pensée positive, de demander à mes managers de manager eux-mêmes par les points forts, c'est-à-dire de toujours regarder quel est ton coup droit et d'essayer de travailler ce coup droit et de mettre de côté le revers qui fonctionne pas bien. Et en fait, dans cette période où on est tous stressés, forcément, on a tous nos défauts qui ressortent. Donc, on va pas encore plus appuyer sur nos défauts, on va au contraire mettre en avant nos points forts et les coacher pour qu'ils soient encore plus forts. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vous propose à chacune de faire un tour de table et de nous donner votre conclusion. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce que vous voulez qu'on emporte avec nous de cette table ronde? Qui commence? Élise, tu t'es présentée la dernière. J'aimerais bien que les autres commencent, comme ça je vais copier des trucs. Pour innover. Alors moi, je pense qu'on a un rôle, c'est d'être rôle modèle. Et c'est quelque chose sur lequel je discute beaucoup. Donc moi, typiquement, je rencontre beaucoup de gens en interne qui veulent passer 15 minutes, 30 minutes avec moi pour parler de leur avenir, leur machin, etc. Et je trouve ça génial parce que moi, ça fait 20 ans que je suis chez L'Oréal et j'ai commencé tout en bas et je suis passée étape après étape. Et en fait, j'ai jamais osé solliciter quelqu'un dans l'entreprise, avoir un conseil, un mentor, etc. Non, mais là, je vais le déranger, etc. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être mon sujet à moi, personnel, en tant que femme, mais je trouve que cette accessibilité qu'on doit donner. Alors après, on pourra dire, c'est être authentique, être bienveillant, être à l'écoute, etc. Mais je pense que c'est important d'être dans ce genre d'organisation, d'avoir des rôles modèles. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de travailler en rencontrant énormément de gens et leur montrer que c'est possible, en fait. Voilà, c'est mon mot de conclusion. Ouais, moi, je rebondis. Pardon. Moi, ce que je pense, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, alors je sais pas si je sais ce que je souhaite en tout cas, c'est la réconciliation en fait. Moi, je crois à la réconciliation, c'est-à-dire je pense que c'est des femmes qui vont réconcilier et faire émerger un modèle de société vraiment hybride où les fameux soft skills qu'on associe naturellement aux femmes
ne soient pas que des attributs des femmes et que ce qu'on a associé traditionnellement aux hommes ne soit pas que aux hommes. En fait, je pense que hommes et femmes doivent mêler, mixer ces attributs, ces typologies de personnalité, et que c'est seulement le mélange, le vrai mélange en termes de leadership. Moi, je pense dans notre industrie, par exemple. Moi, je suis dans un groupe où les 3 directrices générales sont des femmes. Mais les patrons de rédaction, c'est des hommes. D'ailleurs, c'est des patrons de rédaction. Donc, les femmes, elles sont du côté elles sont encore, il y en a de plus en plus, et c'est super, et ça avance, mais elles sont du côté de la communication, des RH, de la gestion, de tous ces. Non, il faut que dans des groupes comme les nôtres, elles soient aussi des patronnes des rédactions. Donc, en fait, c'est ce vrai mélange qui sera le vrai miroir de la. Et on parle des femmes, mais on pourrait parler de tout ce qui, sociétalement parlant, suit, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la parité, l'inclusion, la diversité, c'est-à-dire que on est en leadership, un miroir de la société. Le miroir de la société, c'est des hommes, des femmes, c'est des jaunes, des blancs, des noirs, c'est des hommes, des femmes, des no-gender, voilà, c'est ça en fait. Et je pense que cette hybridation, ce métissage, on le voit très bien en termes d'usage. Hein. Je vous donne une illustration. Quand il y a eu l'explosion de l'Internet et de l'utilisation du net, c'est quand il y a eu plus de femmes qu'on a trouvé des usages qui étaient plus répandus à l'ensemble de la population. C'est toujours les femmes qui, d'une certaine manière, apportent quelque chose qui soit le miroir de la société. Donc voilà, moi je pense que j'espère que ce sera ça en tout cas. On n'entend pas, Alain. On t'entend pas, Alain. Isabelle, dit. Vous lisez sur les lèvres. J'ai pas encore ce talent. Non, mais moi, je voulais rebondir sur ce que disait Élise, en disant que souvent, la femme est son propre ennemi, c'est-à-dire qu'on s'auto-limite, on s'autorise pas, on est très soucieuse de ce que les gens pourraient penser, et donc du coup, on n'ose pas effectivement demander un conseil, on n'ose pas se proposer pour un poste, pour une promotion. Bref, je dirais, si on devait avoir un takeaway, c'est libérez-vous. Allez-y, on s'en fout, osez, soyez audacieuse. Au pire, vous aurez un nom. Ça n'a jamais tué personne d'avoir un nom. Et au moins, vous l'aurez fait, rien que pour vous, vous serez fiers. Et c'est cette dynamique qui va effectivement créer des rôles modèles. Il y aura de plus en plus de femmes en visibilité. Les nouvelles générations auront envie de les atteindre. Et puis, à un moment, il y aura, comme tu dis, Corinne, un équilibre, une réconciliation. Et ça se sera fait dans la douceur, mais parce que ça sera venu de nous. Et ce n'est pas un combat contre les hommes, c'est nous qui nous libérons nous-mêmes, parce qu'il y a de la place pour les deux. Je pense que par rapport à ce que tu disais, Isabelle, tout à l'heure Corinne en parlait, je pense que le podcast des Échos qui s'appelle Elles ont osé, c'est un vrai condensé des atouts du leadership féminin. C'est juste, moi je les écoute, je les ai tous écoutés, j'ai pris plein de notes. Et vraiment, je vous encourage à aller les écouter, ils sont extraordinaires. Et en tout cas, moi, mon dernier mot à moi, ça sera de citer Antoine Saint-Exupéry et sa phrase sur l'avenir. L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Et je trouve que c'est tellement juste par rapport à ce qu'on est en train de faire. Très joli. Ouais, moi, je dirais effectivement, je pense qu'il faut vraiment oser. Et je pense qu'aujourd'hui, le contexte fait que c'est une opportunité pour développer, encourager le leadership féminin qui a toute sa place dans le monde qui est en pleine reconstruction. Je pense qu'il faut rester authentique. Je rejoins ce qu'a dit Élise, Isabelle sur le fait, je pense que c'est très important de s'enrichir, de rencontres, d'oser parler à des gens qui nous inspirent, qui nous donnent envie. Parce que c'est comme ça aussi qu'on se construit, qu'on peut prendre confiance. Et je pense que voilà, il faut le faire maintenant. Et le monde de demain a besoin tant des femmes que des hommes, avec une envie de transformer, de changer, et avec beaucoup d'idées pour que on arrive à un monde un petit peu plus équilibré demain et après-demain. Mais je pense que c'est vraiment important de continuer à enrichir et à encourager la mixité, surtout dans cette période qui n'est pas forcément évidente pour les femmes leaders. Je pense que c'est un challenge qu'il va falloir qu'on arrive à dépasser. Mais j'aimerais aussi insister sur le fait qu'on reste différentes, on est différentes et on a aussi nos forces, donc c'est bien de les enrichir, mais il ne faut pas être complexé. Ces forces, c'est justement la force des uns et des autres qui fait qu'on est des. Moi, je rajouterais qu'en fait, il y a ceux qui sont 10, on est 10 femmes dans ce panel.
Je voulais juste dire à celles qui nous écoutent, si on a réussi, c'est que vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous avez un exemple, vous pouvez vous connecter directement aux personnes, mais regardez, c'est possible, puisqu'on est là. Alors, c'est possible. Moi, depuis longtemps, alors j'ai 30 années d'expérience. Ce que je fais depuis, on va dire, les 15 dernières, c'est accompagner les jeunes femmes à progresser, à oser, à se libérer, comme vous l'avez dit. Parce qu'aujourd'hui, les seuls freins que les femmes ont, ce sont elles-mêmes en priorité. Et donc, j'ai coaché de nombreuses jeunes femmes dans des entreprises précédentes. Et je pense qu'elles ont vraiment besoin de nous pour les aider à se libérer et à oser. Donc, moi aussi, voilà, comme Jenny, n'hésitez pas à vous connecter et j'encourage vraiment les femmes et les jeunes femmes, parce que moi, je considère que je l'ai fait un peu tard, à faire du réseau comme le font les hommes. C'est jamais dans nos priorités. Nous, une fois qu'on a fini notre journée, on doit vite rentrer à la maison pour s'occuper de la famille. Mais le réseau, c'est important, et pas uniquement le réseau avec les gens en premier cercle, mais élargissez votre réseau et le monde est grand. Franchement, le monde est très grand et il a besoin de tout le monde, et des hommes et des femmes. Eh ben, merci beaucoup à toutes. J'espère que vous aurez répondu à beaucoup de questions que tous les participants se posaient. Donc voilà, Alain, je te laisse. Merci à vous. Merci. Merci. Beaucoup. Au revoir. Bye. Bonne soirée. Au revoir. Je vais donner mon mot de la fin, si vous permettez. Mon mot de la fin, c'est que pour moi, c'est un privilège d'être entouré de femmes de talent au sein de notre leadership team dans la société à laquelle j'appartiens, et aussi d'être entouré au sein de notre advisory board de femmes. On a un advisory board avec une parité parfaite. Et toutes ces conversations que j'ai régulièrement avec chacune d'entre vous ici, qui me permettent d'avancer sereinement et avec moins de biais dans mon leadership. Donc, je voulais vous remercier et dire, comme vous dites, aux personnes qui nous écoutent, aux femmes et aux hommes, de se connecter avec vous, mesdames, parce que vous êtes d'excellents conseils et vous avez un parcours formidable. Merci beaucoup. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci. Merci Alain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.